Bienvenue à la ferme linguistique. Bem-vindos à Добро Fazenda пожаловать Linguística. Welkom bij de مرحبا مرحبا بكم في مزرعة Ferme اللغات. Welcome أستاذ to Linguistic Farm. Ah oui, je voulais te poser cette question. Donc, si la féminisation des mots est une sorte de militantisme, écrivaine, autrice, déménageuse, est-ce normal de faire de la langue un champ de bataille idéologique? Et quand je dis ça, je veux dire surtout dans les universités. Parce que j'ai quelques relations avec les universités, et je constate que quand on nous invite à des colloques ou qu'on nous annonce des publications, on trouve cette écriture inclusive très omniprésente, alors même qu'il me semble que dans les écoles publiques, elle a été abandonnée. Bref, bataille idéologique, militantisme. Université. D'accord. Alors, en vérité, je ne vais pas quand même casser du sucre sur le dos de ceux qui m'emploient. Oui, c'est vrai, ce serait pas sympa. Ce qui se passe, enfin, l'université, c'est quand même un lieu de dialogue, hein, c'est un lieu où le militantisme s'est toujours exprimé, d'accord? Donc, bon, j'ai pris des images ici de Berkeley, du Free Speech Movement, ou bien de mai 68 à la Sorbonne. Tu Donc, me rappelles que l'université a une fonction critique de la société, ça fait partie de ses rôles? normalement. Mhm. Alors, il est vrai que quand maintenant on entend parler de ce qui se passe dans les universités américaines, où on ne doit pas citer certains auteurs, où on ne doit pas dire certains mots, où on ne doit pas choquer telle ou telle minorité, etc. En France, on a certaines statistiques qui ne doivent pas être établies. Voilà, donc en fait, on se rend compte que, bon, la liberté de parole, pourquoi, effectivement, à Berkeley, on luttait dans les années 60, bon, bah, on est en train de revenir dessus et c'est vrai qu'on a un peu l'impression, par rapport à certaines discussions qui ont lieu, qu'il ne s'agit pas seulement d'un débat d'idées, mais qu'il s'agit aussi d'imposer un certain nombre, une espèce de norme de bien-pensée, hein, qu'on a un peu, bon, pas un peu, mais qu'on a beaucoup étudié en y mettant effectivement le titre de politiquement correct. Hein. Donc, c'est parti des États-Unis, c'est arrivé chez nous, hein, et on voit un petit peu la féminisation comme quelque chose qui montre cette influence. Mais ceci dit, je pense qu'on ne peut pas généraliser non plus. Ce n'est pas un phénomène exclusivement universitaire. Ce n'est pas un phénomène qui part forcément seulement de l'université. Et bon, donc il ne faut pas quand même mettre... Tu nous dis que le concept, ou l'idée de politiquement correct, c'est comme le Coca-Cola et les hamburgers, ça nous vient des États-Unis. Alors, c'est une analyse. Hein. On peut penser qu'avec la mondialisation, etc., toutes ces choses-là naissent partout. Mais par rapport à la langue, j'ai l'impression, en fait, qu'en Amérique du Nord, et je ne suis pas la seule à le penser, on a effectivement été les premiers à se poser la question de la représentation. Hein. Non, je sais que c'est ça. Ah, d'accord, oui. Si je ne suis pas mes notes, c'est pas bien. Donc, il y a un modèle américain dans le fait de faire attention à une forme plutôt qu'une autre par rapport au féminin ou au masculin. Si vous vous rappelez, enfin, si vous avez entendu parler, aux États-Unis, c'est étonnant parce qu'effectivement, on n'a pas de genre non plus en anglais, hein, à part pour les pronoms qui désignent des personnes, où on a he, she, hein. Et donc, dans ces cas-là, on avait vu apparaître un i-she ou i en she quand on devait choisir. Au Canada, je pense au Canada où ils avaient proposé they, hein, pour parler, pour éviter de mettre le sexe sur une personne ou une autre. Bon, ensuite, il y avait tout un tas de titres comme chairman qui était devenu chairperson. Hein. Et policeman qui est devenu police what? Police. Ouais, police officer, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, la réflexion est partie un petit peu de là. Hein. Donc, on a un petit peu l'impression que c'est effectivement ce modèle américain
qui est arrivé. Et là, j'avance trop. Oui, parce que la question que je voulais te poser après, parce que J'anticipe. oui, oui. Bon, non, mais c'est très important ce focus sur ce concept de politiquement correct. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence dialoguée à part entière et la cloche sonnerait certainement beaucoup. Je reviens sur quelque chose qui fait trembler beaucoup de gens qui écrivent, dont c'est en partie la profession et qui se posent, qui sont confrontés à cette écriture inclusive. Je l'utilise pas, qu'est-ce que ça donne? Bon, alors, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est exactement l'écriture inclusive? Et puis, vu que ça, je crois que c'est quand même lié à cette question de genre dans la langue, est-ce que ça peut avoir vraiment un impact pour lutter contre l'inégalité de genre? Oui, il y a 2 questions. Donc, Désolé, j'ai posé 2 je questions. vais commencer par la première. D'accord. Hein, rappeler à tout le monde ce que c'est que la langue inclusive. C'est important parce que c'est un petit peu comme ce dont je parlais avant. Il y a tellement d'interprétations différentes de l'écriture inclusive qu'on ne sait plus trop de quoi il s'agit. C'est pas une norme de l'écriture inclusive. Une norme. En fait, c'est 3 choses. Hein. Moi, je suis allée chercher sur une définition qui est celle qui est institutionnelle, d'accord? Donc, il s'agit ici d'un texte qui a été déposé au Sénat en 2022, hein, où on donne la définition de l'écriture inclusive. Ici, on vous le définit comme selon le manuel d'écriture inclusive publié en 2015 par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'écriture inclusive peut être définie comme un ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une égalité des représentations entre les hommes et les femmes. Donc déjà, c'est quelque chose de assez général et de tout à fait raisonnable, je dirais. Elle revêt 3 formes. La première consiste dans l'éclatement et la pulvérisation du masculin à portée générique en un masculin et un féminin, ce que les linguistes appellent la double flexion et le philosophe Alain Finkielkraut le bégaiement inclusif. Quelques exemples, j'en cite juste un. La ville de Paris recrute 400 policières et policiers municipaux. D'accord, donc ça... Français. Le général de Gaulle donc faisait du bégaiement inclusif. Voilà, et celui et celle qui, hein, qu'on entend beaucoup, etc. Donc ça, c'est le deuxième. Celles et ceux. Celles et ceux qui, oui, c'est vrai, la femme en premier. La femme, on peut la mettre en premier quand même. La deuxième, alors généralement, on a associé la langue inclusive à ce point-là et exclusivement à ce point-là. Et c'est celui-là qui a fait qui a créé énormément de discussions, de débats. Hein. On va lui mettre les points sur les i à celui-là. Voilà, c'est le point médian. Le point médian, dont la pratique s'affirme et se diffuse à partir de 2017. Les éditions Hatier publient alors le premier manuel scolaire rédigé intégralement en écriture inclusive. Un manuel d'histoire destiné à des élèves de CE2, exemple, grâce aux artisans et aux commerçants. La Gaule était un pays riche. Alors, on a... Tu lis très bien l'inclusif. Hein. J'ai du mal. C'est justement ça un peu le problème sur lequel on va arriver. Et la troisième, c'est le choix d'un terme épicène. Alors celui-là, c'est mon préféré en fait. C'est sûrement le seul que j'utilise. Au lieu de dire, on va prendre les artisans, d'accord, ça sera les personnes qui travaillent avec leurs mains. On va utiliser personnes qui, les gens qui. Ouais. Au lieu de dire les hommes et les femmes, tu dis les gens. Quoi. Voilà, voilà. Bah, le mot il existe depuis longtemps quand même. Hein, gens, ça passe pour tout le monde et on n'a pas de problème. Donc c'est une chose qui est quand même assez simple, hein. Mais on verra qu'il y a déjà des critiques à faire à partir de ces quelques points. Mais ça n'a rien à voir avec les dérives qui ont pu arriver à partir de ça et qu'on a pu considérer comme de la langue inclusive.